C'est bon. Bon. Alors, contrairement à mon ami Jacques Brachet, moi, au départ, je voulais pas être journaliste. Moi, au départ, je voulais être artiste. Vous voyez, au contraire. Et j'étais, bien sûr, peut-être doué pour écrire des petits poèmes, des petites histoires. Quand on a 12-13 ans, on est amoureux de sa cousine, on écrit pour sa cousine un petit poème, après pour sa voisine, etc., etc. Alors j'ai toujours écrit des petites choses comme ça, sans intérêt, mais mon but était d'être artiste. Je voulais être artiste. Quoi? Artiste? Chanteur? Musicien? Comédien? Je ne sais pas. Artiste. Je voulais être artiste. Bon. Et à l'âge de 15 ans, j'ai pris mon baluchon, je suis parti, et mes parents m'ont laissé partir à Paris. Je suis né à Tunis, en Tunisie. Mon père était fonctionnaire en poste, donc j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à 15 ans, je suis parti tout seul à Paris pour devenir artiste. Voilà, devenir artiste. Imagine un peu un gamin de 15 ans qui ne connaît même pas le prix d'une baguette de pain ou d'un litre de lait et qui se retrouve lâché à Paris comme ça d'un seul coup. La chance a voulu que j'habite le 7e arrondissement, donc le quartier Saint-Germain-des-Prés. Et là, j'ai pu rencontrer des gens intéressants qui m'ont un petit peu aiguillé dans ce métier d'artiste. Ça m'a permis de faire tous les métiers possibles, imaginables, pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir payer ma chambre d'hôtel au début. Après, j'ai eu une chambre de bonne, mais avant d'avoir une chambre de bonne, j'ai eu une chambre d'hôtel que je payais. Donc pour ça, j'ai été... tout ce qu'on veut. J'ai travaillé avec un maçon, j'ai travaillé avec des peintres, j'ai travaillé en usine, j'ai même livré du fil à coudre chez DMC, boulevard Sébastopol, je m'en souviens, livreur de fil à coudre, je ne sais pas si tu te rends compte que ça représente. J'ai fait tous les métiers, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on prenait le journal, il y avait l'embarras du choix, on faisait ça et on avait du boulot le jour même. Bon, maintenant, ça c'est devenu plus difficile. Et puis, grâce à tout ça, à toutes ces rencontres, j'ai fait le cours Simon. Je me suis inscrit au cours Simon parce que des relations que j'ai eues m'ont dit « attends, tu vas être comédien, pour apprendre à jouer à la comédie. » Bon, alors j'ai fait le cours Simon. Là, j'ai rencontré des gens que tu as connus aussi dans le métier, des Brialy et d'autres. J'étais dans la même classe que Brialy d'ailleurs, puisqu'on avait à peu près le même âge. Parce que vous figurez que je suis un gamin, mais je ne suis pas un gamin, je suis plus vieux que mon ami, alors c'est pour vous dire. mais je me soigne, c'est pour ça. Et donc, bon, et de fil en aiguille, il se trouve que j'ai eu la chance d'habiter dans un immeuble rue de Verneuil, au 48 rue de Verneuil, où dans le même immeuble, si vous voulez, vous rentrez dans l'immeuble, à droite, il y avait un escalier qui montait jusqu'au 6e étage. Et moi, j'avais une chambre, dans une chambre de bonne, on appelait ça, au 6e étage. Et si vous ne prenez pas l'escalier, vous continuez, il y avait un couloir. Au bout du couloir, il y avait une sorte de patio avec d'autres escaliers autour. Et l'escalier en face, pareil, montait jusqu'au 6e. Et la fenêtre qui se trouvait être en face de la mienne, il y avait un grand garçon qui habitait là. Et on se voyait comme ça. Pardon ? Non, c'était pas Aznavour. Non, vous le saurez, je vais vous le dire. Et on se voyait comme ça, tous les soirs, et on se faisait des signes de... Bon, voilà, il avait 50 plus que moi. Il les a plus parce qu'il est mort, le pauvre. Et puis, il se trouve qu'un jour, je descends, c'était une après-midi, je me souviens, je descends de chez moi vers 4 heures de l'après-midi, et on tombe nez à nez dans le couloir. Et on se salue, il avait une guitare sous le bras, et finalement, cette guitare nous a rapprochés, puis on a dit, tiens, on va boire une bière. Et on a bu une bière. Et d'ailleurs, on a une photo, là, ensemble, où on est ensemble. On est devenus très amis. C'était Jacques Brel. Ah ouais. Et Brel me dit, justement, j'ai ma guitare sous le bras, parce que je vais au 36 de la rue de Verneuil, un peu plus bas, j'ai rendez-vous avec Juliette Gréco, je vais lui proposer une chanson. Et en fait, elle en a pris 2 ou 3. Et depuis, on est restés amis. Et puis un jour, il me dit, écoute, tu as une guitare, pourquoi tu n'écris pas des textes? Pourquoi tu n'essayes pas de faire des chansons? Je dis, oui, je sais pas, je vais essayer. Alors j'ai essayé, j'ai fait tous les cabarets qu'on pouvait faire à l'époque. Tu parlais de Madame Martini tout à l'heure, non? Non. Non, tu as parlé de quelle tournée?
J'ai connu Madame Martini. Ouais, Hélène Martini, qui Hélène faisait toutes Martini. les tournées, oui. Elle avait des théâtres. Voilà, elle avait des théâtres et tout, donc moi elle organisait des tournées, elle dirigeait également, elle s'occupait du Moulin Rouge à cette époque-là. Et donc j'ai fait tous les cabarets possibles, imaginables, avec ma guitare, je chantais. Et puis j'ai fait un jour un concours, comme aujourd'hui, vous avez The Voice ou je ne sais trop quoi. Il y avait un concours qui s'appelait le Grand Prix international de la chanson française. J'ai fait ce concours et j'étais finaliste en Belgique. Je représentais le Luxembourg parce qu'il y avait Oui, c'est un peu comme l'Eurovision. voilà, tout le monde, il y avait les Anglais, il y avait les Français, il y avait les Luxembourgeois, les Belges, etc. Et moi, je représentais le Luxembourg. J'étais finaliste et de ce fait, j'ai eu un contrat avec Radio Luxembourg. À l'époque, c'était Radio Luxembourg, c'est devenu RTL maintenant. Et j'ai fait donc... pendant un an, j'ai fait un petit peu l'animateur. J'étais invité le matin dans les émissions. Et ça m'a fait connaître des gens dans le milieu de la radio. Je me suis lié d'amitié avec un réalisateur, un certain Claude Charles, qui maintenant est décédé. Et ensuite, c'est devenu RTL. Radio Luxembourg est devenu RTL. Il m'a dit, écoute, si tu veux, moi je peux te faire des piges, travailler, tout ça. Il m'a présenté au rédacteur en chef et je suis devenu journaliste comme ça. Au départ, je ne voulais pas être journaliste, contrairement à mon ami Jacques Brachet, qui lui voulait être journaliste. Moi, je voulais être artiste. Et du coup, c'est le métier de journaliste qui a pris le pas sur la chanson. J'ai laissé tomber la chanson. Et puis, voilà, bon. Et tu n'as jamais fait de disque? Pardon? Tu n'as jamais fait de disque? Non, parce qu'à l'époque, avant de faire un disque, il fallait faire des tournées, on ne faisait pas des disques. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on fait des disques avant, on fait des tournées après. Mais très très vite, moi, au bout d'un an, j'ai laissé tomber complètement la chanson parce que je voulais être journaliste et j'ai été journaliste pendant 35 ans sur France Télévisions, d'abord sur Radio France. Tout ça c'est raconté dans mon livre du souk à la télé qui est là. Du souk parce que je suis parti d'un souk pour finir à la télé et où j'ai passé 35 ans de ma vie. Alors j'écris beaucoup, je vais faire court parce que le temps est compté. Et la passion de l'écriture j'ai toujours en moi. Hein, quand comme Jacques on est journaliste, on écrit tous les jours. Hein. Bon, alors forcément, lui il n'a pas le coup pour écrire des romans, il préfère écrire des reportages. Moi, j'ai réussi à faire les deux. Je fais du reportage, j'écris des romans, et j'écris comme un journaliste. Je n'écris pas comme M. d'Ormesson, je n'écris pas comme un grand... Je ne suis pas un grand littéraire. Je suis un homme qui raconte, un homme qui écrit, et qui écrit comme il parle. Voilà. Et bon, alors, plutôt que de faire long, je vais vous lire un petit écrit que j'ai. J'ai écrit plein de choses. Hein, et je n'écris plus de poèmes, mais parce que la poésie se vend plus, se vend mal. Alors je m'amuse à jongler avec les mots. Et ce livre-là s'appelle Les mots passants. Ce sont ces mots que nous utilisons tous les jours, qui passent de bouche en bouche et qui s'en vont et qui deviennent rien. Alors moi, ces mots-là, je les collectionne et j'essaye d'en faire des trucs plus ou moins drôles. Parce que j'aime bien aussi mettre un petit peu d'humour. Hein. Je n'écris pas que des choses drôles, j'écris des choses tristes. Celui-ci est un roman qui n'est pas très gai. Alors, je réponds à une question. Un gamin me disait un jour, la nuit, les fleurs, regarde comme elles sont belles. La nuit, pourquoi les fleurs, elles se referment? Il y a des fleurs qui se referment la nuit. Alors, elle me dit, elles se referment, donc c'est plus des fleurs la nuit. Je dis, mais si, alors je vais te raconter. Je vais raconter. Et voilà, j'ai écrit ce truc-là qui n'est pas très long. Et là, c'est pareil. C'est une suite de mots, de jeux de mots. Je jongle avec les mots. Quand le soir tombe discrètement, les enfants se posent souvent la question « Est-ce que la nuit, les fleurs sont-elles toujours des fleurs ?» Eh bien, voici qu'un soir, le petit Narcisse, ça commence, fut soupçonné par l'abbé Gonien d'avoir volé son cyclamen garé contre un mur de basilic.
Ce n'était pas Narcisse, bien sûr, qui avait volé le cyclamen. Il n'était jamais monté sur un vélo. Pourtant, il eut des crises de colchique quand il rentra chez lui pour tout raconter à son père Ancoli. « Mais je te crois, dit Ancoli à Narcisse, car tu es un bon petit. Tu n'es pas comme ta mère qui est partie au lilas. » Et ce disant, Ancoli pensait à ses amis qui lui avaient donné des nouvelles de Marguerite. Ah, Marguerite, la mère de Narcisse. Elle était devenue belle de nuit, Marguerite. Eh oui, au lilas. Ancoli était fatigué, il avait travaillé tout le mois. Il avait beaucoup travaillé, des heures, et il sentait sur ses épaules tout le poids de 100 heures. Alors, pour noyer le noir souci que se font les cocus, il pensa à autre chose. Il ne pensa plus à Marguerite, ni au petit Narcisse. Il prit la réserve d'absinthe qui était cachée dans l'armoire de son glaïeul. Cependant, Narcisse, couché, il était plein de boutons, des boutons d'or, car il étudiait des devoirs. Ce soir-là, il faisait un thème sur les fleurs. Et le petit Narcisse connaissait très bien les fleurs. Quand il en parlait d'habitude, il était volubilis. Et pourtant, ce soir-là, terrassé par les colchiques, il eut une chrysanthème. Et Ancoli, son père, qui le voyait à travers l'absinthe, commença à se faire du mourant. Mais la porte s'ouvrit et la bégonia parut. En voyant le petit Narcisse malade, il dit à son papa: « Il ne faut pas que tu t'en mêles, Ancoli. Nous allons prier l'angélique. » Ils prièrent l'angélique et virent bientôt que Narcisse n'avait plus de chrysanthème. Ses boutons d'or disparaissaient les uns après les autres. Il était devenu tout rose. Et le miracle n'est pas terminé. Une fois encore, la porte s'ouvrit et Marguerite entra pour avouer à la bégonia: « C'est moi qui ai volé ton cyclamen. Pour me pardonner, je vais me faire capucine. » « Mais non, répondit la bégonia, tu es comme la menthe repentie, ne te fais plus de mourant. Reste avec ton brave Ancoli et ton cher Narcisse. Je vais aller prier pour vous l'angélique en jouant du pélargonium. Il ne faut pas que tu renoncules. » Et la bégonia disparut sur son cyclamen au moment où le jour se levait. Nul ne vit alors ce qui se passa, mais les rayons du cyclamen redevinrent ceux du soleil, tandis que sous leur caresse, toutes les fleurs de la génération redevenaient des fleurs. Voilà. Voilà un petit drame avec des jeux de mots et avec des fleurs. Voilà. Alors, pour le reste, j'ai eu envie d'écrire ce livre avec plein de jeux de mots. Il y a plein de petites histoires dans ce style. Là, il y a plein de... il est écrit en 3 parties, ce livre-là. Première partie, c'est la poésie, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Et notre littérature qui est malade. Et je dis qu'il faut la sauver, qu'il faut écrire. Et même si la poésie se vend mal, je dis que heureusement qu'il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de talent et qui ont réussi à mettre des textes en musique. Vous vous rendez compte qu'à notre époque, aujourd'hui, au moment où je vous parle, à notre époque, il y a des gens en France qui ne connaîtraient pas Aragon si Jean Ferrat n'avait pas mis ses textes en musique. C'est grave, hein? C'est dingue, hein? C'est dingue. Pareil pour Éluard, pareil pour Ronsard et d'autres. Alors il y a des gens comme Brassens, il y a des gens comme Trenet, il y a des gens comme Ferrat, il y a des gens comme ça, comme Léo Ferré, qui ont eu le talent pour mettre en musique certains textes. Grâce à eux, la poésie, elle existe encore dans notre monde à nous. Là, vous voyez, c'est une photo où je suis avec Jacques Brel. J'avais 18 ans, là. On se promène, on allait à la plage, on est à Tunis. Il était venu chanter à Tunis, et moi j'y avais été aussi, à cette époque-là, parce que j'avais mes parents qui étaient là-bas. Et on se balade, on allait à la plage. Alors, il y a des petits extraits où je parle de gens. En tant que journaliste, j'ai connu du monde, pas autant que Jacques, parce que moi j'ai fait d'autres choses, mais j'ai quelques bons amis. Et alors je parle beaucoup de Gainsbourg, on était très amis avec Serge, j'en parle, je raconte des petites anecdotes. Je parle beaucoup de Brassens, je parle beaucoup de Bobby Lapointe aussi, qui était un homme extraordinaire,
qui était marrant. Il était à moitié fou quand il écrivait. Il écrivait des textes. Alors, et puis des petites choses, voilà, sur Brel, sur Brassens, sur Bourvil. Un truc que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous ne savez peut-être pas, mais Brassens a écrit une chanson qui s'appelle Il suffit de passer le pont. Il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, tu verras, je te laisserai voir la verdure, je ne sais plus quoi. Et c'est une chanson marrante, mais qui est très très bien écrite. Alors, lorsqu'on écoute cette chanson, on pense surtout à l'île de la Cité, le Pont Neuf, le marché aux fleurs, Notre-Dame, la Cité à Paris. Et en fait, c'est pas du tout ça, rien à voir. Il se trouve que Brassens habitait le 14e arrondissement. Et de l'autre côté du boulevard périphérique, à la Porte de Vanves, tous les dimanches matins, il y a une sorte de brocante. Et Brassens adorait chiner. Tous les dimanches matins, c'était sa sortie. Il allait se balader à la Porte de Vanves, à la brocante, et il fouillait là-dedans. Et un jour, il trouve un petit bouquin comme ça, pas plus grand que ça, où il y avait des textes, des poèmes. Il a dû payer ça quelques centimes, bon. Et puis un jour, chez lui, il regarde, et puis il trouve ce texte qui s'appelle « Les Passantes ». Les Passantes. Tout ça, c'est magnifique. Ce texte-là est extraordinaire. Ah oui, je suis passé des Passantes, du Pont-Neuf aux Passantes, excusez-moi. Je mélange les deux. Bon, je finis sur les Passantes, je vous parlerai du Pont-Neuf après. Et oui, c'est le pont qui m'a... Alors, et il voit ce texte, Les Passantes. Oh, il est magnifique ce texte-là. Qui est-ce qui a écrit ça? Un certain Antoine Paul, un inconnu. Antoine Paul. Mais il dit, je vais le mettre en musique ce texte-là. Les Passantes. Vous connaissez la chanson Les Passantes? Toutes ces femmes que l'on voit passer, dont on tombe amoureux, mais qu'on ne peut jamais arriver à séduire. Et le texte est magnifique. Et alors il cherche, il ne trouve pas. Et puis il finit par trouver un éditeur qui lui dit, écoutez, il y a un certain Antoine Paul, effectivement, qui est répertorié, mais il habite dans le nord, du côté de Lille, par là. Alors, bon, il se met en quête et finit par trouver Antoine Paul dans une banlieue lilloise quelque part. Et donc, il téléphone, et puis ça répond pas, et puis il rappelle. Finalement, un soir, il tombe, une petite vieille lui répond. Elle lui dit, mais vous êtes qui? Il lui dit, je suis Georges Brassens. Elle dit, non, écoutez, je suis une femme âgée, excusez-moi. Elle dit, non, je vous assure, je suis Georges Brassens. Mais pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous m'appelez? Je suis Georges Brassens. Alors, elle dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous me voulez? Elle dit, écoutez, voilà, j'ai un petit bouquin, là, qui est signé Antoine Paul. Ah, elle dit, mais Antoine Paul, c'est mon mari, mais il est mort. Il est mort il y a plus de 5 ans. Et il dit, voilà, ce texte-là, j'aimerais bien le mettre en musique. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, écoutez, c'est le plus bel hommage que vous puissiez lui rendre. Et mon mari vous adorait, et il a tous vos disques. Et voilà, Brassens a mis son texte en musique, c'est devenu une très très belle chanson. Voilà. Alors, juste un mot pour le Pont-Neuf. Le Pont-Neuf, donc c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que Brassens habitait Sète quand il était jeune. Et il habitait dans la vieille ville de Sète. Et si on traverse le pont, de l'autre côté, on arrive sur le bord de mer où il y a les bateaux et tout et tout. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'entrée de la vieille ville, il y avait un bordel. Et il passait toutes ses après-midi dans ce bordel. C'est pour ça qu'il dit, il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure. Voilà. Et voilà, mesdames, messieurs. Puis si vous avez des questions, je suis là. Mais je pense que j'ai déjà dû dépasser un petit peu mon temps, le temps qui m'était imparti. Je peux répondre à tout ce que vous voulez, à toutes les questions. Mes livres sont là. Et puis, la vie est belle.